Bienvenue dans Voices for Change, un podcast proposé par EcoCert. Il s'inscrit dans le cadre de la célébration des 30 ans du groupe. Chaque épisode donne la parole à un expert ou acteur du développement durable. Avec eux, nous nous penchons sur un domaine, un engagement particulier qui concerne EcoCert. Notre invité dévoile librement son analyse, apporte ses solutions et nous invite à nous interroger sur nos habitudes. Ils sont de généreux avocats d'action menant à un monde durable et responsable. Nous espérons que leurs voix résonneront en vous. On ne présente plus Jean Jouzel. Il est l'un des premiers scientifiques à avoir établi formellement le lien entre concentration de CO2 dans l'atmosphère et réchauffement climatique dès 1987. Il n'a cessé depuis d'informer, d'expliquer, de militer pour que le climat devienne une préoccupation centrale dans l'opinion publique et que la lutte contre le réchauffement climatique soit une priorité des États, des entreprises et des populations. Mais aujourd'hui, où en est-on de l'enjeu climatique ? Quels sont les signes encourageants ? Les zones d'ombre ? Comment agir ? Monsieur Jouzel, la parole est à vous. Bonjour Monsieur Jouzel, pouvez-vous nous donner les 3 étapes clés de votre parcours professionnel ? Oui, bonjour à tous et à toutes. Disons que mon parcours professionnel s'est construit largement au cours d'une carrière scientifique. Donc cette carrière a été, largement dédiée à la reconstruction des climats passés à partir de l'étude des glaces polaires. En fait, j'ai commencé une thèse en 1968 au CEA, au Commissariat à l'énergie atomique à Saclay, et j'y suis toujours d'ailleurs comme directeur de recherche émérite. Ma thèse était consacrée à son analyse isotopique de la grêle, de façon à reconstituer les trajectoires de ces grêlons, de gros grêlons de 8 à 10 cm de diamètre, et finalement leur histoire, et d'obtenir des informations sur le mécanisme de formation de ces grêlons. Et puis je me suis ensuite intéressé, avec les mêmes méthodes isotopiques, c'est-à-dire analyser la composition de l'eau, mais pas en isotope lourd de l'oxygène et de l'hydrogène. Je me suis intéressé ensuite aux neiges et aux glaces polaires, et j'ai eu la chance de participer à beaucoup des grands forages, glaciaires en Antarctique et au Groenland. Et avec l'équipe de Claude Lorius, j'ai ainsi participé au projet Vostok, qui nous a permis de reconstituer 400 000 ans de climat en Antarctique, et de finalement mettre en évidence, avec des collègues comme Dominique Reynaud, Jérôme Chaplaz, Jean-Marc Barnola, le lien entre climat et effet de serre dans le passé. Nous l'avons ensuite étendu sur 800 000 ans, et je me suis aussi impliqué au Groenland. J'étais associé au projet de forage au Groenland, qui ont permis de découvrir l'existence de variations climatiques rapides, qui se déroulaient à l'échelle de la décennie ou peut-être moins. Donc, ce qui m'a intéressé, c'est que je dirais que ces 2 découvertes, le lien entre climat et effet de serre dans le passé, et puis l'existence de variations climatiques rapides, eh bien, on comprend tout de suite que c'est pertinent à l'évolution future de notre climat, puisque justement, l'évolution future de notre climat, elle est conditionnée par l'évolution de l'effet de serre. Donc, on comprend bien l'intérêt de voir le rôle de l'effet de serre dans le passé par rapport au climat. Et puis, eh bien, le risque de variation climatique rapide nous interroge finalement, y compris pour le futur, sur la stabilité de notre climat, et en particulier de la circulation océanique. Donc ça, je dirais que c'est ma carrière scientifique. Et je reste toujours, moins actif, mais je le suis toujours un peu. Ensuite, je dirais que je me suis intéressé progressivement, à partir des années 80, en fait, à l'évolution future de notre climat, et je l'ai fait largement à travers mon application dans le GIEC, donc le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat. J'ai été auteur principal du 2e et 3e rapport du GIEC, donc celui de 95, de 2001, et ensuite membre du bureau, et donc à ce titre vice-président du groupe scientifique dans les 4e et 5e cycles, c'est-à-dire donc j'ai été actif au sein du GIEC entre 1994 et 2015. Donc ça, c'est aussi, je crois, un second
disons, volet de ma carrière, hein, disons, cette application dans le GIEC. J'ai aussi été évidemment, enfin, bon, je me suis aussi intéressé au climat futur à travers, disons, mon implication dans j'ai été directeur de l'Institut Pierre-Simon Laplace, hein, donc, qui est le grand institut de l'Île-de-France qui s'intéresse au climat et à l'environnement, au sens large. Et puis, j'ajouterais quand même, disons, une partie de ma carrière dédiée plus à la communication, enfin, disons, aux échanges avec les décideurs politiques, avec aussi le grand public qui m'occupe beaucoup actuellement. Et par exemple, eh bien, disons, je me suis impliqué auprès des décideurs politiques pratiquement, disons, dès les années 2000 et disons de façon peut-être plus visible, donc à travers le Grenelle de l'environnement, hein. J'étais responsable du volet du thème, du premier thème lié à climat-énergie. Ensuite, je me suis investi, disons, dans la dans la préparation de l'accord de Paris. Je me suis également investi auprès d'Emmanuel Macron. En gros, j'ai eu la chance d'interagir avec, disons, tous les présidents de la République depuis Jacques Chirac sur ces problèmes de réchauffement climatique et ce volet, je dirais, interaction avec, disons, les décideurs politiques m'intéresse également. Je me suis aussi impliqué depuis que je ne suis plus au GIEC, parce que tant qu'on est au GIEC, on a un devoir de réserve dans ses engagements, mais je me suis aussi engagé un peu plus politiquement avec disons, le soutien, par exemple, à Anne Hidalgo j'étais président de son comité de soutien à la mairie de Paris. Donc, je dirais que, disons, d'un côté, il y a vraiment une carrière scientifique, disons, consacrée disons, plus au climat du passé, hein, c'est vraiment mon domaine d'expertise sur lequel je publie et je continue à publier, mais de moins en moins. Et puis, il y a ces aspects de participation au GIEC, à tourner aussi vers l'évolution future de notre climat, et puis, bien sûr, tout ce qui est plutôt tourné vers les interactions avec, disons, le monde politique, mais aussi plus généralement les médias, le grand public, qui est aussi, je crois, une partie qui sont de mes activités, en tout cas qui est une partie de plus en plus importante de mes activités actuellement. Alors, pouvez-vous nous résumer les conclusions du dernier rapport du GIEC? Oui, donc nous sommes au 6e rapport du GIEC, des rapports complets, il y a aussi des rapports spéciaux, mais là on parle bien des rapports complets du GIEC. Alors ces rapports du GIEC sont composés des rapports des 3 groupes. Alors le groupe dédié aux éléments scientifiques du réchauffement climatique, hein, le groupe 1. Ensuite le second groupe, donc il a été adopté, disons, ce premier volet a été adopté le 9 août dernier et ma collègue Valérie Masson-Delmotte, coprésidente de ce groupe de travail, a joué un rôle très important. Et puis celui du groupe 2 sera adopté en février, disons plus dédié aux conséquences du réchauffement climatique et à l'adaptation, et les solutions, elles, seront examinées, disons, dans le groupe 3, elles seront examinées disons, sera adopté au mois de mars, et il y aura un rapport de synthèse ensuite, disons, plus tard dans l'année, en 2022. Pour ce qui concerne ces éléments scientifiques, donc le rapport adopté il y a maintenant 2 mois, eh bien, les principales conclusions, je dirais, il y a le premier point très important, c'est au niveau de l'attribution du réchauffement climatique. Disons, par exemple, le dernier rapport du GIEC nous disait que l'essentiel du réchauffement climatique pouvait être attribué aux activités humaines à plus de 95 chances sur 100. On est passé de cette étape à une affirmation très claire, disons, la certitude que le réchauffement climatique est attribué aux activités humaines, et que l'ensemble du réchauffement climatique, on a pris 1 degré, un peu plus de 1 degré depuis le début du XXe siècle, est attribuable aux activités humaines. C'est un point très important. On passe, disons, il restait un petit doute, nous laissions un petit doute sur les responsabilités humaines et disons, leur amplitude. Là, il n'y a plus de doute, c'est clair. Et ce qui est important, c'est que cette attribution s'appuie à la fois sur la température moyenne, ce qui était le cas dans les rapports précédents, mais aussi sur d'autres
observations, comme par exemple les événements extrêmes. Disons, on observe une intensification de certains événements extrêmes. Par exemple, les canicules deviennent soit plus fréquentes, soit plus, disons, plus intenses, disons plus avec des records de chaleur qui sont de plus en plus élevés. Et ces canicules, eh bien, on les attribue effectivement de façon avec un fort degré de conscience au réchauffement climatique. De même, l'accélération du niveau de la mer, de l'élévation du niveau de la mer. L'élévation du niveau de la mer était comprise entre 1 et 2 millimètres au XXe siècle, elle est maintenant entre 3 et 4 millimètres. Eh bien, cette accélération qui était attendue, eh bien, on l'attribue également aux activités humaines. C'est tout ça pour vous dire que il y a eu d'énormes progrès faits entre le cinquième et sixième rapport dans l'attribution des réchauffements climatiques et d'événements extrêmes, pas simplement du réchauffement moyen, aux activités humaines. Je crois que c'est une étape très importante, celle de l'attribution. Le deuxième point, eh bien, on va parler des projections. Un point important, c'est que le climat que l'on vit aujourd'hui, c'est vraiment celui qui avait été anticipé au cours des rapports successifs du GIEC, disons dès le premier rapport du GIEC. Eh bien, ce que l'on vit aujourd'hui avait été anticipé en termes de rythme de réchauffement, d'accélération d'élévation du niveau de la mer, d'événements extrêmes qui deviennent de plus en plus fréquents, de plus en plus intenses. Et donc, ça doit nous conduire à accorder de la crédibilité bien sûr, aux projections des scientifiques. Alors, ces projections, elles sont dans la continuité. Quand on regarde le scénario émetteur, donc qu'on appelle le scénario 8.5, eh bien, disons à la fin du siècle, les réchauffement moyen est de l'ordre de 4,4 degrés, et puis il était de 4,3 dans le rapport précédent. Donc il y a vraiment une continuité pour ce qui concerne l'amplitude du réchauffement. Mais il y a aussi des progrès entre ces deux rapports. D'abord les incertitudes, la plage d'incertitude est moins importante dans le sixième rapport. Disons, les incertitudes sont mieux cernées, disons de l'ordre de 50%. Et puis, il y a beaucoup plus de détails dans ce rapport. Donc, disons, les projections sont beaucoup plus détaillées. Et ça se traduit d'ailleurs par la mise à disposition d'un atlas. C'est-à-dire qu'on peut aller voir, d'un atlas numérique, chacun peut aller voir, enfin, c'est peut-être un peu compliqué, mais disons, c'est à disposition de toute personne qui le souhaite. On peut aller voir sur n'importe quel point de globe, quelle partie du globe, quelle est l'évolution projetée selon les différents scénarios dans une partie du globe, en France, ou dans un autre pays du monde, en termes de précipitations, de variations saisonnières. C'est très intéressant, je crois. C'est donc le fait de dire qu'il y a continuité dans les projections, dans la valeur moyenne, dans l'amplitude du réchauffement climatique, ne veut pas dire qu'il n'y ait pas eu de progrès entre le sixième et le cinquième rapport. Voilà, donc ce rapport est vraiment très intéressant du point de vue des projections. Le troisième point, c'est que, disons, les événements extrêmes sont de mieux en mieux documentés. Et j'ai déjà cité que ces événements extrêmes, au cours des dernières décennies, ont visiblement évolué, que cette évolution, en tout cas pour certains de ces événements extrêmes, est déjà attribuée aux activités humaines. Mais ce rapport nous dit de façon très claire que ces événements extrêmes, vont continuer à devenir soit plus intenses, soit plus fréquents, soit les deux. Enfin, ça dépend des événements extrêmes qu'on examine, et aussi de la région concernée. Mais globalement, on va vers une intensification des événements extrêmes, et cela, c'est évidemment ce qui est la clé généralement des conséquences du réchauffement climatique. Alors, je le redis, ces conséquences seront examinées dans le prochain rapport. Le quatrième point, donc, de ce premier volet du rapport du GIEC, c'est qui concerne le futur, notre capacité à stabiliser les émissions, à stabiliser le climat. Eh bien, ce rapport nous redit que par exemple, pour stabiliser le climat autour de 1,5 degré, eh bien, c'est compatible avec une neutralité carbone vers 2050. Il nous dit aussi que, pour 1,5 degré, il ne reste plus que 10 années d'émissions au rythme actuel, une vingtaine d'années si on veut limiter en deçà de 2 degrés au rythme actuel. Ce sont quand même des chiffres très intéressants, et je dirais que ce sont vraiment pour moi les principaux points de ce sixième rapport du GIEC, donc attribution, événements extrêmes, projection de plus en plus détaillée, et puis cette confirmation de la nécessité de diminuer très rapidement nos émissions de gaz à effet de serre si on veut stabiliser le climat à 1,5 degré, voire 2 degrés.
Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de l'interaction entre le changement climatique et les problèmes de biodiversité? Oui, bien sûr. Disons que l'exemple que je donne, d'abord, la perte, disons, le changement climatique est déjà la troisième cause de perte de biodiversité. Donc, c'est le dernier rapport de l'IPBES qui nous l'indique. C'est donc déjà le réchauffement climatique, disons, est un facteur de perte de biodiversité. Eh bien, un des points importants, c'est que, et l'exemple que je donne très souvent, c'est que si on regarde, si on prend cette hypothèse d'un scénario émetteur dont je vous ai parlé depuis le début, peut-être plus, il est intéressant évidemment de parler aussi des scénarios sobres, mais dans le cas d'un scénario émetteur, si rien de sérieux n'était fait pour lutter contre le réchauffement climatique, eh bien, à la fin du siècle, disons que beaucoup d'espèces, pratiquement peut-être la moitié des espèces, pour beaucoup d'espèces auraient une capacité de déplacement inférieure à la vitesse de déplacement des zones climatiques. Donc on comprend bien qu'un réchauffement important, avec des événements extrêmes qui le seraient également, eh bien, est extrêmement dommageable par rapport à la perte de biodiversité, puisque certaines espèces, faune ou flore, n'auraient tout simplement pas le temps de se déplacer pour s'adapter. Hein, donc, c'est vraiment, on comprend bien à travers ça que enfin, il y a d'autres causes de perte de biodiversité, mais plus le changement climatique est rapide et important, eh bien, plus cette biodiversité est mise à mal, tout simplement parce que la capacité disons, beaucoup d'espèces, faune ou flore, n'ont pas une capacité d'adaptation à la hauteur des variations climatiques qui seraient, disons, à l'œuvre dans le cas d'un scénario émetteur. Et alors, justement, à contrario, en quoi la lutte contre le changement climatique peut-elle participer à établir des systèmes alimentaires durables? Oui, là aussi, c'est, disons, la sécurité alimentaire, bien sûr, elle est tributaire de la capacité quand même enfin, d'être à un niveau régional autonome au point de vue alimentaire, ce qui n'est pas forcément le cas, hein, mais ce qui est peut-être ce que c'est le cas de l'Afrique, par exemple, qui c'est plutôt disons, qui pourrait être autonome sur une large partie de l'Afrique, disons, en termes alimentaires, et qui ne l'est pas, disons, pour des raisons qui sont pas climatiques, mais plutôt d'organisation. Mais on comprend bien que l'insécurité alimentaire est vraiment une des causes, d'ailleurs, de migration, hein, ça c'est un point important. Et cette insécurité alimentaire, eh bien, le risque qu'elle a eh bien, c'est par exemple les sécheresses à répétition. On peut penser disons à la fois le pourtour méditerranéen, bien sûr, la rive nord, mais aussi la rive sud, les autres jusqu'aux zones subsahéliennes deviendraient plus sèches dans le cas d'un réchauffement climatique, moins de précipitations, plus d'évaporation, et on voit bien que dans ces régions-là, eh bien, la productivité agricole deviendrait extrêmement, disons, extrêmement fragile dans une région où les populations, qui sont les démographes, nous disent que la population de l'Afrique pourrait doubler entre aujourd'hui et 2050, hein, passer à 2 milliards d'habitants. Donc on voit bien que il y a vraiment des régions où ce problème d'insécurité alimentaire, peut être déjà chronique dans certaines régions, on le voit bien, serait vraiment un problème central en cas de réchauffement climatique dans ces régions, parce que il y a effectivement à la fois d'un côté l'augmentation de la population et de l'autre des risques disons, d'insécurité alimentaire liés au réchauffement climatique et en particulier des risques de sécheresse à répétition dans certaines régions. Et du coup, dans la même dynamique, pouvez-vous nous expliquer en quoi la lutte contre un réchauffement en deçà des seuils définis par le GIEC participerait à limiter l'augmentation des inégalités sociales? Oui, là aussi, disons que euh, bon, très souvent, je dis que bon, on peut regarder les conséquences du réchauffement climatique, les décortiquer une à une, élévation du niveau de la mer, disons inondations, événements extrêmes, acidification de l'océan, voilà. Donc, mais dans leur ensemble, eh bien, quand on les prend dans leur ensemble, je crois que la première conséquence du réchauffement climatique par rapport aux populations, c'est le risque d'accroissement des inégalités. Alors, on en est bien conscient, je crois, à l'échelle planétaire. Donc, il y a ces inégalités entre pays pauvres et pays riches. Et les pays riches se devraient de mettre à disposition des pays pauvres ce qu'ils ont promis faire d'ailleurs, mais qui risquent de ne pas faire 100 milliards de dollars chaque année pour lutter contre le réchauffement climatique. C'est dans le cadre, et s'y adapter, c'est dans le cadre de l'accord de Paris, mais
on est un peu loin du compte. Mais il y a aussi des inégalités dans des pays comme le nôtre. C'est peut-être moins, disons, moins visible, mais ça l'est. Disons, dans un pays comme la France, ce sont les couches les moins aisées de la population qui sont les plus vulnérables. Je peux donner 2 exemples. Par exemple, prenons une canicule, dans une métropole comme Paris. Heu, disons, eh bien, disons une je dirais que nous vivons à Paris, eh bien, s'il y a une disons, mais disons, nous avons la chance, moi je suis originaire de Bretagne, nous avons la chance d'avoir une maison familiale, enfin disons dans notre ville d'origine, hein, mon épouse l'est également, donc nous avons la chance d'avoir disons une maison, hein, donc un lieu d'accueil et donc évidemment s'il y a disons s'il y a une canicule à Paris, on peut aller, disons, quitter, la région parisienne et aller dans des du point de vue climatique, des régions, disons, où les canicules sont moins il y a disons, la métropole elle-même, c'est un problème, et par contre, il y a beaucoup de Parisiens ou enfin, disons, de la métropole, du Grand Paris, hein, qui peuvent tout simplement pas, en cas de canicule, quitter, disons, l'endroit où ils vivent et souvent, dans des habitats qui ne sont absolument pas, disons, formatés, sont construits en vue de par rapport à ces problèmes de vagues de chaleur à répétition, hein, donc ou bien, un autre exemple, hein, disons ces inondations, dans l'Hérault, dans le Gard, à répétition, eh bien là aussi, les disons les personnes qui ont un bien immobilier dans ces régions, inondées, de plus en plus fréquemment et de plus en plus lourdement, eh bien, ce bien immobilier ne vaut plus grand-chose et donc il y a des gens qui ont des revenus suffisants pour quitter ces endroits où, disons, à risque par rapport au réchauffement climatique. Il y a ceux qui n'ont pas les moyens de le faire. Donc, voilà des exemples. Je donne aussi l'exemple, disons, dans les mesures qui peuvent être proposées pour lutter contre le réchauffement climatique. Par exemple, l'augmentation de la taxe carbone telle qu'elle était envisagée en en 2018, eh bien, aurait affecté de façon relative 3 fois plus les bas revenus que les hauts revenus. Alors évidemment, du point de vue absolu, cette augmentation de taxe carbone, elle aurait affecté plus les hauts revenus, puisque c'est une question de consommation. Mais en termes relatifs par rapport aux revenus, eh bien, les statistiques montrent qu'il y a vraiment un facteur 3. C'est-à-dire que les bas revenus auraient été très affectés par cette augmentation. Ils ont en tout cas affecté de façon plus importante que les hauts revenus, 3 fois plus importante, que et cela, eh bien, disons, ces chiffres n'étaient pas sur la table à l'époque, mais très clairement, disons, cette augmentation de taxe carbone était à l'origine enfin, au moins un des éléments à l'origine du mouvement des Gilets jaunes. Donc on voit bien que, oui, effectivement, donc si on laisse le réchauffement climatique se développer, ce risque d'accroissement des inégalités entre pays pauvres, pays riches, mais aussi au sein des pays riches, eh bien, disons que ces risques d'accroissement des inégalités va augmenter dans un monde où vraiment on n'en a pas besoin. C'est clair que je suis de ceux qui pensent qu'il faudrait plutôt que les inégalités diminuent. Mais ce n'est pas le débat, mais en tout cas ne les accroissons pas. Et d'ailleurs, c'est ce que, enfin, disons, je me suis intéressé à ces aspects dans disons comme co-rapporteur d'un débat, d'un rapport, d'un avis du Conseil économique, social et environnemental. J'étais co-rapporteur avec Agnès Michelot et on s'est intéressé à la justice climatique en France, c'est-à-dire comment faire pour que le réchauffement climatique n'accroisse pas les inégalités. On ne rêve pas, c'est pas le réchauffement climatique qui va gommer les inégalités, mais que peut-on faire pour que le réchauffement climatique n'accroisse pas les inégalités? Nous avons d'ailleurs fait des propositions, évidemment. Mais donc, c'est vrai que ce problème d'accroissement des inégalités est au cœur du réchauffement climatique et bien sûr, la meilleure façon de ne pas accroître les inégalités, c'est de limiter le réchauffement climatique. Le GIEC est un formidable témoignage de la coopération internationale scientifique. De manière générale, peut-on, selon vous, nous passer de la coopération internationale pour relever les défis du changement climatique? Non, c'est le contraire. Disons, le mot-clé pour lutter contre le réchauffement climatique, c'est vraiment la solidarité. Alors, la solidarité internationale, la solidarité entre secteurs d'activité, la solidarité sur le plan national, on peut déjà mentionner ce problème d'inégalité. Voilà, donc non, c'est vraiment au cœur la solidarité, disons entre les pays, est vraiment au cœur de la lutte contre le réchauffement climatique. Et on voit bien que, disons, cette solidarité était complètement absente, disons, au moment où Donald Trump avait, disons, été président des États-Unis, elle l'est moins en tout cas avec Joe Biden.
on voit bien que ça rend plus facile les discussions. Il faut vraiment que tout le monde s'engage, tous les pays s'engagent, tout le monde regarde dans la même direction. C'est vrai pour les États, pour les secteurs d'activité. Donc cette solidarité aussi entre générations, entre populations, entre secteurs d'activité, entre pays, elle est au cœur de la lutte contre le réchauffement climatique. Donc c'est très important. Plusieurs mesures ont été votées par les parlements des différents pays justement pour encadrer les changements de production et de consommation pour pouvoir réduire les émissions de gaz à effet de serre. À votre connaissance, alors est-ce que ces mesures sont suffisantes pour respecter les engagements des pays dans l'accord de Paris? Et parmi celles qui ne sont pas encore prises de manière contraignante, pouvez-vous nous en citer quelques-unes que vous défendez? Oui, disons, c'est clair que les engagements de l'accord de Paris ne sont pas à la hauteur, puisque, disons, ils sont sur la période 2020-2030, il faudrait les multiplier par 5 pour avoir des chances de rester autour de 1,5 degré dans le long terme, ce qui est l'objectif de l'accord, les multiplier par 3 pour rester autour en deçà de 2 degrés. Donc on voit bien qu'on est loin du compte, et même si on est plutôt parti vers 3 degrés et demi, et disons, ces engagements vont être revus à la hausse dans la COP 26, dans 2 mois maintenant, mais cette révision à la hausse sera loin d'être suffisante. Elle nous mettra sur une trajectoire peut-être un peu inférieure à 3 degrés, mais toujours loin des objectifs de l'accord. Donc effectivement, les mesures ne sont pas à la hauteur. Un autre exemple peut-être plus criant, c'est que pour avoir des chances de respecter l'objectif 1,5 degré, il faudrait que les émissions à l'échelle planétaire diminuent de 7% chaque année, d'ici 2030 et par la suite. Eh bien, en fait, qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, c'est qu'elles vont repartir à la hausse au moins jusqu'en 2023. Donc on voit bien que d'un côté, il y a les textes, j'y adhère pleinement, de l'autre, il y a la réalité, on est loin du compte. On est loin du compte au niveau mondial, donc je l'ai dit à travers l'accord de Paris. On est loin du compte aussi dans un pays, enfin je pense qu'on est loin du compte dans un pays comme la France, et c'est vrai que j'ai eu la chance de participer à la Convention citoyenne en tant que membre du comité de gouvernance, et je trouve les disons, les recommandations des citoyens extrêmement pertinentes et ambitieuses, et malheureusement elles n'ont pas été prises en compte tout simplement à la marge dans la loi climat résilience. Et parmi ces mesures, j'en aurais pas, il y en a 3 auxquelles que je peux citer comme étant des mesures qui me semblent être bon sens. Par exemple, je suis favorable à la limitation à 110 km/h sur les autoroutes. Donc voilà, je le dis et je le redis. Et disons que voilà, aux États-Unis, on roule à 110 km/h ou même un peu moins, et disons même sur des très longues distances. Et je crois que ça ne nuit pas à l'économie américaine. Ensuite, une recommandation qui me semble être très pertinente, si on veut vraiment au niveau du logement être à la hauteur de la rénovation, eh bien cette proposition des citoyens de rendre obligatoire, disons la rénovation des bâtiments, l'amélioration de l'isolation à chaque mutation semblait pertinente. Elle n'a pas été adoptée. Une troisième qui n'a pas été adoptée, eh bien par exemple le problème des véhicules lourds est très important. Donc c'est le poids des véhicules qui joue, y compris d'ailleurs sur des véhicules électriques. Par exemple, c'est l'utilisation des 4x4 ou l'achat de 4x4 qui est une des causes principales de l'augmentation des émissions dans le domaine de la mobilité au cours des dernières années. La proposition des citoyens était effectivement en gros, un malus à partir d'une tonne 2. C'est dans la loi, mais c'est un malus à partir d'une tonne 8 pour un véhicule à partir d'une tonne 8. Et dans un cas, ça ne représente plus que 2% des véhicules, alors que ça aurait représenté, je sais pas, un quart ou un tiers dans le cas de la proposition des citoyens. On voit bien comment des propositions qui, du point de vue, auraient une efficacité, du point de vue de la lutte contre le réchauffement climatique, ont été proposées ont été recommandées par les citoyens et n'ont pas été prises en compte dans la loi. Bien, on est tous, disons que chacun défend son précaré, disons l'automobile défend son précaré, voilà, cette idée de la puissance, voilà, Emmanuel Macron a mis de côté, j'étais à l'Élysée en juin 2020, a mis de côté la proposition de 110 km/h parce qu'il jugeait qu'elle ne serait pas acceptée par les Français. Je n'en suis pas sûr. Donc voilà, il y a un moment, il faut aussi une vraie vision politique. On ne peut pas vouloir tout et le contraire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, je crois, afficher en France une neutralité carbone en 2050 et ne pas prendre des mesures qui nous permettraient d'y parvenir. Mmh.
Et si on arrive un jour à rester en deçà des seuils de réchauffement préconisés par le GIEC, est-ce que cela signifie qu'on aboutira à un certain équilibre entre les activités humaines et le fonctionnement naturel de la planète? Et selon vous, à quoi ressemblerait cet équilibre? Dans quel domaine les sociétés humaines devraient-elles, selon vous, pour progresser, pour y parvenir? Donc, d'abord, un point, c'est que le GIEC ne fait pas de recommandations. Le GIEC fait simplement un diagnostic. Disons, la décision des 2 degrés et d'1,5 degré est une décision politique. C'est celui de la Convention climat, bien sûr s'appuyant sur les diagnostics du GIEC, mais c'est bien une décision politique et c'est en cela qu'elle est importante, parce que c'est vraiment les gouvernements qui ont décidé, enfin qui ont inscrit dans les textes cet objectif de prendre des mesures pour que le réchauffement climatique soit limité à bien en deçà de 2 degrés, voire 1,5 degré par rapport au point industriel. C'est bien une décision politique qui s'appuie sur le diagnostic du GIEC, mais c'était pas une recommandation des scientifiques, c'est important. Alors oui, effectivement, on le voit bien, disons que je crois qu'on a un égoïsme très fort, c'est-à-dire que, et je l'ai fait là aussi, mais j'essaye de faire attention, bien sûr, on a parlé de la biodiversité, mais ça va au-delà, c'est-à-dire que, disons, nous sommes très tournés vers nous-mêmes en termes de conséquences du réchauffement climatique. On parle de migration, on va parler d'événements extrêmes, mais bien, je le dis souvent, mais si vous allez dans la campagne l'été, eh bien, disons les troupeaux, il y en a de moins en moins dans les champs, mais il y en a encore, et je vous assure qu'ils cherchent l'ombre. Donc voilà, donc on pense trop aux conséquences du réchauffement climatique sur les populations, mais probablement pas assez sur la nature qui nous entoure, en tout cas la faune qui nous entoure, qu'elle soit domestique ou sauvage, et qui souffre de façon très claire aussi du réchauffement climatique. Donc ça, c'est un premier point important. Donc là aussi, pour la nature qui nous entoure, donc pour la biodiversité, mais aussi pour, je le redis, pour la faune, tous les animaux, je veux dire qu'ils soient domestiques ou sauvages, eh bien, je crois que c'est de l'intérêt, disons, c'est d'un intérêt de maintien d'un équilibre. Je crois que ça permettra de mieux protéger la nature. On parle, bien sûr, pas simplement la biodiversité, mais disons le bien-être de tous les occupants de la nature. Ensuite, je pense que il faut bien comprendre que la transition vers laquelle nous devrions aller, et qui est, disons, au cœur de, disons, cette neutralité carbone, et j'espère qu'on y arrivera. Je crains qu'on n'y arrive pas dès 2050, c'est-à-dire qu'on ne respecte pas les 1,5 degré, mais j'espère qu'on y arrivera, qu'on prendra des mesures. Finalement, cette transition, elle est aussi riche de qualité de vie. Donc, un premier point, par exemple, regardez les pollutions, beaucoup des pollutions qui nous touchent, le bruit d'ailleurs, également les pollutions, on peut parler du diesel, mais d'autres pollutions sont liées à l'utilisation des combustibles fossiles. Donc zéro carbone, je dirais, eh bien c'est quand même par rapport à une qualité de vie certainement plus intéressante. Et puis je crois qu'on ne peut pas, et c'est là un point important, on ne peut pas arriver à cette neutralité carbone sans solidarité. Et donc, j'en conclurai là. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je crois, on m'a souvent interrogé à l'époque, le GIEC a été, disons, comme organisation lauréate du prix Nobel de la paix. Voilà, en 2007 avec Al Gore. Donc, pourquoi le GIEC était-il lauréat du prix Nobel de la paix? Eh bien, c'est tout simplement parce que, disons, si on lutte contre le réchauffement climatique, c'est vraiment, disons, un symbole de solidarité, donc, disons, de paix au niveau dans le monde, disons, d'un monde pacifié, d'un monde solidaire. Ça, c'est clair. Tandis que, eh bien, si on ne lutte pas contre le réchauffement climatique, à l'inverse, eh bien, je crains que ce ne soit pas, disons, je crains qu'on ne puisse pas espérer un développement harmonieux de nos civilisations. C'est le moins qu'on puisse dire. Je ne parle pas d'effondrement, mais c'est clair qu'on peut parler disons, d'un développement anarchique de nos civilisations. C'est bien le problème, et je crois que c'est cela qui est vraiment au cœur de la lutte contre le réchauffement climatique. C'est comment développe-t-on et au contraire, réussir la transition écologique, c'est aller vers un monde, a priori, une meilleure qualité de vie d'ailleurs, et je crois franchement, disons, un véritable projet au niveau planétaire que nous n'avons pas pour le moment. Donc, c'est ça qui marque. EcoCert remercie vivement Jean Jouzel d'avoir participé à ce podcast événement en l'honneur de son 30e anniversaire.
Dans les prochains épisodes, nous parlerons biodiversité terrestre et marine. Nous tenterons de clarifier l'ensemble des enjeux de la protection du vivant. Nous établirons le lien, a priori pas si évident, entre agriculture biologique et empowerment des femmes. Nous essaierons de comprendre en quoi les ODD de l'ONU peuvent inspirer les stratégies RSE des entreprises, mais aussi en quoi les normes nourrissent et guident le développement durable. Nous irons au cœur de l'Europe, puis d'Inde en Afrique. Bref, 10 épisodes pour déterminer la meilleure façon de relever les défis des changements climatiques en compagnie d'illustres experts. À très vite pour un nouvel épisode.